Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième webinaire de l'année. Nous avons déjà fait un webinaire en janvier avec Monica Virgilis, qui est la présidente de Chapter Zero France, et qui est une présidente de conseil d'administration chez Snam en Italie. Nous avons fait un second webinaire sur le bilan carbone, cet outil français qui fête ses 20 ans cette année et dont généralement, je pense, on n'est tous pas à savoir comment ça fonctionne concrètement, même si le nom est magique. Donc, on a fait un webinaire pour démonter le moteur du bilan carbone. C'était avec Alain Risbourg, qui est un auditeur certifié. Ces deux webinaires ont été enregistrés et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube d'Axilia. Voilà. Aujourd'hui, le sujet est différent, bien évidemment, et nous accueillons Caroline Desplats, qui est déjà là. Caroline Desplats est directrice RSE de Thermador Group, qui est une société cotée, société basée à Saint-Quentin-Fallavier, où nous avions eu le plaisir de lui rendre visite, et qui donc, elle expliquera en quelques slides également quel est le métier et les spécificités que cela recouvre quand on fait, on est dans une perspective CSRD. On en parlait juste quelques minutes avant que vous n'arriviez tous là. C'est assez passionnant, extrêmement dense comme travail. Ça sollicite plein d'expertise en interne et en externe. Et c'est un énorme boulot. C'est un marathon qui n'est pas terminé. Je pense que vous aurez plein de questions à lui poser. Et elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est aux manettes et qui parle de choses concrètes. Voilà. On commence la présentation. Juste pour vous dire qui est Axilia. Axilia est un cabinet de conseil financier. Nous travaillons pour des investisseurs. Le cabinet existe depuis 2005. L'équipe cumule au total 35 ans d'expérience sur plein de sujets de finances responsables, qui est un peu un terme générique là pour l'occasion. On a travaillé sur plein de choses comme la microfinance, l'immobilier, de rénovation énergétique, les prêts de la transition agricole. Et puis depuis 2019, beaucoup le carbone qui est apparu pour nous et à la réponse de nos clients le critère peut-être essentiel, majeur, très discriminant qui allait nous poser des petits soucis pendant des dizaines d'années, hein, c'est quasi irréversible. Voilà, on est très actif dans la recherche, donc on essaye de tout analyser, documenter. On est assez du genre à démonter le moteur et à le remonter pour bien comprendre comment ça marche. Ce qu'on a fait d'ailleurs avec la notation ESG, ce qui fait qu'on a changé de voiture. Voilà, tout ça, donc beaucoup de recherche. On est de plus en plus sollicité pour intervenir dans des écoles. On l'a eu à le faire à Dauphine à l'invitation de Frédéric Dejean et également à AgroParisTech sur celle de Hélène Michaud. Nous avons des chroniques sur la finance responsable sur BFM Business et puis gestion de fortune depuis cette année. Et nous avons la particularité de reverser depuis maintenant 8 ans 1% du chiffre d'affaires à une association ou plusieurs associations. Et depuis l'année dernière, nous avons choisi de reverser ce pourcent du chiffre d'affaires à EcoHabitat, qui est une association qui fait un fantastique travail, qui est basée dans l'Oise, qui fait un fantastique travail pour aider des propriétaires précaires à rénover leur habitat, leur maison, et éviter de payer sans arrêt des factures énormes d'énergie, mais donc de rénover leur maison pour faire chuter drastiquement le chèque à faire tous les mois. Et nous aidons et prenons une partie des travaux à notre charge. Et donc nous réduisons au maximum le reste à charge pour ces familles. Je vous invite à regarder ce que fait EcoHabitat, c'est remarquable. Depuis juillet de l'année dernière, nous sommes Bicorp. Et donc, nous avons dû modifier nos statuts qui pourtant déjà intégraient la finance responsable. Nous avons rajouté une raison d'être qui tourne autour de la transparence, de la sincérité, de la simplicité dans tout ce que nous faisons. Voilà. Euh, L'équipe, tout le monde est connecté là aujourd'hui durant ce webinaire. Donc, il y a également Ferdinand Raffi qui interviendra tout à l'heure qui est analyste CSR, travaille
beaucoup sur le carbone, qui vous expliquera un peu ce qu'on a fait autour de ce sujet-là. Amandine, qui vous a invité, qui est la responsable des partenariats et développement de tout ce qui est score carbone. Nous accueillons très régulièrement des stagiaires, et là, on est dans une veine dauphine depuis déjà plusieurs mois et années. Il y a vraiment une filière qui est organisée. Et donc, on a Jade qui est connectée également aujourd'hui, qui est stagiaire en M2 à Dauphine, qui est là depuis un mois maintenant. Et puis, nous avons des gens, des consultants ou même des amis et des spécialistes qui nous aident à creuser les sujets. On a fait un site internet qui a été développé par Raphaël Barrier, qui est un génial tech qui nous a fait tout ça. Et puis également sur tous les sujets liés au carbone, notamment les travaux du GIEC, les épais travaux et les centaines et milliers de pages du GIEC. Notre ami Quentin André, qui est normalien, astrophysicien, fresqueur également, nous a aidé à lire tout ça et en tirer, je dirais, tout l'intérêt. Un petit point alors sur l'écosystème, donc tout ce qui tourne autour du carbone qui nous occupe quand même beaucoup. L'aventure a commencé en 2019 à la demande de nos clients qui étaient un peu en refus d'obstacle. Vous savez, c'est comme le cheval là, au concours complet. Il y avait un refus d'obstacle face à la notation ESG qui n'était pas comprise, et donc on aurait pu en rester là, et on a relevé le défi en disant ben, on va inventer quelque chose qui est compréhensible et simple et transparent. Donc, on a inventé le score carbone. Ferdinand vous rappellera tout ça. 2021, on a fait un indice, parce que beaucoup de choses fonctionnent quand c'est en vitrine. Une méthodologie, c'est compliqué à mettre en vitrine. Donc, un indice, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus facile à identifier. Donc, on a lancé l'indice Vérité 40, qui est calculé à partir du score carbone et en partant des plus grandes sociétés cotées du CAC 40. Hein. On les a passés au tamis du score carbone. Ça nous a déclenché immédiatement des articles dans la presse, notamment Novétique, qui depuis nous suit. C'est devenu un marronnier. On s'en amuse avec plaisir chaque année. Donc pour la sortie du Vérité 40 qui aura lieu cette année le 28 mai, Novétique fait un papier qui a de plus en plus de succès là-dessus. On a même monté un produit financier pour nos clients en fin d'année 2022. Et puis on a lancé en 2023 à la rentrée, donc il y a quelque chose comme 6 mois, le site Score Carbone. Et on a déjà une quinzaine de sociétés qui utilisent soit le Score Carbone, soit communiquent sur leur présence dans Vérité 40. Et tout ça nous a valu quelques petites médailles, un Ecopo Award Or, une coupole de la distribution pour un prix d'innovation, également un prix Pépite au réussir avec un marketing responsable. Voilà. Euh, Juste un petit point d'actualité et ensuite je passerai la parole à Caroline. Je vous ai dit qu'on avait lancé un indice boursier en 2021 qui s'appelle le Vérité 40. On a été sollicité, contacté par des écopreneurs, des entrepreneurs à impact belges qui ont trouvé l'idée géniale. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'aurais pas cette prétention-là, même si on a été très flattés qu'ils nous aient sollicité. Et donc, ils ont souhaité qu'on fabrique le même indice, enfin, avec la même philosophie qu'on avait eu pour le Vérité 40, qu'on fabrique pour la Belgique. Donc, samedi, c'est tout récent, ça a 3 jours, est sorti le Be-Truth, traduction en anglais pour être œcuménique, du vérité, de l'indice de vérité belge, hein, le Be-Truth. Et donc, vous avez à droite toute la. Alors, l'indice de départ qui s'appelle le Belvin est plus réduit qu'en France. Donc, on a une liste qui est plus réduite. Et vous avez déjà des sociétés qui sont dans cet indice qui ont communiqué sur leur présence. Fagron, qui est dans la pharmacie, ou Montea, qui est dans l'immobilier, qui sont très fiers de participer, très, très ravis d'être inclus dans cet indice. Voilà, donc on a un début d'européanisation de la démarche qui était que franco-française et qui donc a été sollicitée là, par des acteurs belges. Donc on est très heureux de ça. La coalition s'appelle Kaya. Les écopreneurs belges s'appellent Kaya. Voilà. J'en dirai pas plus. Je laisse tout le terrain à Caroline Desplats, donc, qui est directrice de développement durable, très exactement. J'ai dit RSE, c'est une erreur. Le Thermador Group. Et donc, Caroline, donc vous êtes la praticienne du moment, du jour, quasiment de l'époque,
Vous allez nous parler de Thermador Group, que tout le monde peut-être ne connaît pas, et puis également de ce que vous faites en matière de CSRD et de ce qui vous tombe un peu sur le coin de la figure là. Voilà. Oui, merci. Du coup, ben, je propose de... Ah, Bon, voilà, on est passé alors directement. du coup, oui, c'est vous qui aviez les pages, Amandine. Je pense que vous les mettez à l'écran. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Bonjour à tous. Donc, pour comprendre un peu notre contexte, je proposais de commencer par vous présenter l'entreprise. Voilà, parce qu'en fonction de la nature de l'entreprise, son implantation, sa taille, etc., on n'aura pas tous exactement les mêmes contraintes. Donc, ça me paraissait important de commencer par là. Alors, Thermador Group, qui sommes-nous? On peut passer voilà, à la suivante. Nous, on fait du commerce de gros, donc on est distributeur. Donc notre métier consiste à acheter des produits, à bien les acheter partout dans le monde. On voit ici que nous avons pas loin de 800 usines fournisseurs. Principalement, nos deux pays majeurs sont la Chine et l'Italie. Et puis après, quelques autres endroits dans le monde et en Europe. Ensuite, nous stockons ces produits. On a donc une très grande quantité de produits que nous stockons dans nos entrepôts. Et puis ensuite, nous les revendons à des clients qui sont des grossistes en grande partie, quelquefois des industriels ou des fabricants. Quels produits vendons-nous? Donc, on voit ici les petits pictos. Ce sont des produits qui font circuler les fluides dans le bâtiment ou dans l'industrie, donc de l'eau ou du gaz ou de l'air, donc tout ce qui va être la ventilation, par exemple VMC, tout ce qui est nécessaire pour le chauffage, pour l'eau, beaucoup de vannes, des accessoires de pompe à chaleur, voilà. Comme on le voit ici, en fait, notre originalité particulière, c'est que nous sommes organisés avec en fait 18 filiales commerciales et chacune des filiales a sa propre direction. Donc chaque filiale a son directeur général et son CODIR avec la direction financière, commerciale, etc. Nous, au niveau du groupe, on est relativement peu nombreux. Voilà, on est 2 personnes au développement durable, quelques personnes à la finance, puis un service IT. Et c'est tout. Donc, on a cette particularité que nous, au groupe, en fait, on consolide, on a la vision transversale de l'ensemble de nos filiales, mais qui sont relativement indépendantes. Voilà pour positionner globalement. Euh, donc, on peut passer à la page suivante. Alors, notre taille, nous sommes pas loin de 800 personnes maintenant et on a dépassé les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça nous permet de voir qu'on est en bonne croissance depuis, voilà, on remonte à 10 ans. En 10 ans, nous avons à peu près doublé. Donc, on est passé de, il y a 10 ans, voilà, une belle PME avec un peu plus de 200 personnes et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on est au stade de l'entreprise ETI, donc entreprise de taille intermédiaire, qui est voilà, un peu plus gros que les grosses PME, mais pas encore pour autant un grand groupe. Ce qui veut dire qu'au point de vue réglementaire, on a de plus en plus de réglementations qui s'appliquent à nous. Et on est dans ce passage où l'on grossit, où il faut à la fois se voir appliquer des réglementations de grandes entreprises, tout en ayant une organisation encore dans un passé pas très lointain de PME. Oui, vous pouvez passer la suivante. Et notre implantation géographique, donc nos entrepôts, se situent donc dans nos filiales que l'on vient de voir, principalement à Saint-Quentin-Fallavier. Donc on est entre Grenoble et Lyon, mais plutôt près de Lyon. Voilà, c'est une très grande zone hein, en France et en Europe, hein, qui est très connue pour abriter des grands entrepôts logistiques. Voilà, et après, on voit d'autres implantations en France que nous avons et également des sites à l'étranger, mais pas très loin de chez nous, puisqu'il s'agit de Monaco, Madrid ou Ternat en Belgique. Après, pour l'international, nous avons des circuits commerciaux, nous vendons à l'international, mais nous n'avons pas d'entité de stockage à l'international. Ça nous aide aussi un petit peu dans le cadre de cette réglementation, puisqu'on a tous à peu près la même réglementation qui s'applique, donc la réglementation européenne.
Et à Shanghai, on a quelques effectifs qui sont là pour nous aider, notamment pour appliquer tout ce qui est nos normes de qualité en matière de produits en provenance de Chine. Alors, on va rentrer effectivement avec la page suivante un peu plus, là aussi, pour terminer de se mettre dans le bain, avec notre démarche développement durable. Elle va être synthétisée là en 2 pages qu'on ne va pas lire en détail. Notre démarche développement durable, donc nous, on est soumis déjà à l'obligation de faire un rapport de développement durable qui s'appelle dans le jargon technique la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière. C'est une réglementation française qui émane elle-même d'une réglementation européenne qui nous oblige à reporter sur nos performances RSE ou durables. C'est encadré, il y a un certain cadre réglementaire qui nous donne des obligations, mais cette application des obligations laisse quand même beaucoup de part à une certaine liberté. Il dit qu'on doit présenter notre modèle d'affaires, nos risques et les indicateurs liés à nos risques. Voilà, donc une fois qu'on a ce briefing-là, c'est pas très compliqué, entre guillemets, hein, de faire un rapport. On a pas mal de liberté. Nous, le parti qu'on a pris en 2021 avec tout le COMEX, c'est de s'engager. Donc, on reporte dans notre DPEF actuel sur à peu près 250 indicateurs. Sur ces 250 indicateurs, on reporte les performances de l'année passée ou des années passées. Donc, on regarde dans le rétroviseur. Évidemment, hein, le but, c'est de s'améliorer, hein. Quand on consomme de l'eau, c'est d'en consommer moins l'année suivante. Mais on s'est fixé des objectifs et des priorités. Donc là, on ne regarde plus dans le rétroviseur, mais on regarde vraiment devant. On se projette sur 19 indicateurs. On a identifié 19 indicateurs sur lesquels, voilà, si on les délivre, on estime qu'on sera performant en matière de durabilité. Ils sont sur les 4 thématiques tout à fait classiques de la RSE. Donc, la gouvernance, l'humain, et puis on peut passer à la page d'après, l'environnement et le sociétal, donc c'est tout à fait classique. Puis dans chacun, on a un paquet qui varie voilà, de 4 à un peu plus indicateurs. On a décomposé alors c'était 2021, donc un palier à moyen terme 2025, qui maintenant est très proche, et puis un palier plus lointain qui était 2030. On s'est fixé ces horizons parce qu'on se disait qu'il fallait prendre à la fois euh, du suffisamment court pour s'engager immédiatement à délivrer du résultat. Donc à l'époque, c'était 2025 quand on était en 2021. Et puis du suffisamment lointain pour se donner de la perspective, sans être trop loin parce que c'est très important dans le groupe. On se fixe jamais d'objectifs, on se fixe, ou plutôt, on se fixe toujours des objectifs sur lesquels nous, en tant que personne, nous nous engageons. Il se trouve que la plupart des dirigeants du groupe, les DG des filiales, opérationnelles notamment, ont voilà, entre 50 et quelques années, ou voire la soixantaine ou plus. Et on estimait pas pertinent de s'engager sur des horizons à 2040 où en fait les dirigeants actuels ne seraient plus là. Ils s'engagent bien sur un horizon temporel auquel ils seront encore là et ils s'engagent pour de vrai, si je puis dire, à essayer de les délivrer. Voilà, donc je ne passe pas le détail des indicateurs. Donc ça, c'est notre organisation. Et en ce qui me concerne, pour le pôle développement durable, donc la prise de conscience s'est faite croissante. Donc en 2017, première DPEF. Quand on se prend au jeu de faire un reporting, forcément pour raconter un petit peu ce que l'on fait, eh bien, il faut faire. Donc, on s'attache année après année à améliorer les plans de développement durable que l'on met en œuvre. Ensuite, en 2021, comme je disais, donc là, le COMEX, je n'étais pas là à cette époque-là, a dit, voilà, on se fixe ces 19 priorités, le tout ayant été validé par le conseil d'administration. Ensuite, il a été décidé du même coup de se dire, ça c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail,
Il va falloir des bras et des personnes pour s'en occuper. C'est là qu'a été décidé de créer un pôle développement durable pour donner un signal clair sur la mesure et l'importance du sujet. Ils ont décidé de créer donc un poste de directeur ou directrice développement durable rattaché au COMEX, enfin dans le COMEX et rattaché au PDG, pour dire, voilà, pour nous, c'est vraiment un sujet important. Aujourd'hui, dans la plupart des préconisations de place, notamment dans le cadre de la CSRD, il est très clairement demandé qui travaille au développement durable. Il est demandé d'avoir, enfin, en tout cas, il est demandé, il est mieux de montrer que la position de développement de direction développement durable est rattachée aux plus hautes instances de l'entreprise. C'est une façon claire de prouver que vous prenez le sujet au sérieux. Et nous avons créé un comité du développement durable qui émane du conseil d'administration. Euh, il y a beaucoup de travail dans ce comité, c'est l'un de ceux qui se réunissent le plus souvent, puisque la largeur des sujets abordés, on l'a vu dans les 2 pages précédentes, est quand même importante. Il y a des sujets sociaux, il y a des sujets environnementaux, il y a des sujets très nouveaux. Quand on parle biodiversité, hein, voilà, on est tous en train d'apprendre. Et il y a une personne avec moi, donc nous sommes actuellement 2. Maintenant, face à la déferlante de cette CSRD qui arrive, je suis en cours de recrutement d'une 3e personne, puisque avec la CSRD, donc on passe clairement un cran au-dessus dans le reporting durable. Alors, avant de répondre à la question qui est à l'écran, je ne sais pas si vous, auditeurs, êtes plus ou moins bien rompus ou connaisseurs de cette réglementation. Donc, je vais quand même la décrire en quelques mots. Donc, c'est la nouvelle obligation de reporting sur un format européen. Euh, on a l'obligation de reporter sur 12 macro-enjeux qui couvrent tous les thèmes que l'on a vus tout à l'heure du E, du S et du G, donc la gouvernance de l'entreprise, les sujets environnementaux et les sujets sociaux et sociétaux. La grande différence avec avant, c'est que cela entre dans un niveau de détail qui est extrême. C'est-à-dire que on nous demande de reporter jusqu'à 1200 points de données et on nous dit ces points de données, comment ils doivent être calculés, au numérateur, au dénominateur, quelles sont les politiques qu'on met en œuvre, les moyens mis en œuvre, on doit vraiment tout justifier. Donc le travail de reporting est assez conséquent. Et nous serons audités, évidemment, et nous serons audités avec encore plus de rigueur que ça ne l'était par le passé. Donc, on doit assurer encore plus euh, une, une, euh, euh, une fiabilité de nos données. Donc, cela veut dire qu'il y aura plus de données à collecter, nous, dans nos différentes entreprises et services. Nous devrons consolider au niveau pôle développement durable plus de données et nos auditeurs eux-mêmes auront plus de données à consolider. Et en parallèle, on ne fait pas que du reporting, on fait du développement durable. Donc en parallèle, il faut évidemment exécuter toutes les politiques et diligences nécessaires. Je prends un exemple. On nous demande de reporter un certain nombre d'indicateurs sur nos impacts biodiversité. Aujourd'hui, on mène des actions biodiversité très sympathiques sur nos espaces verts, etc., mais on ne mesure rien. Demain, il va falloir mesurer, justifier, et ça va être contrôlé. Euh, donc, bah, il faut qu'on se forme, il faut qu'on prenne des partenaires qui sont compétents et qu'on exécute des plans de respect de la biodiversité. Donc ça, c'est aussi du faire, c'est pas juste du reporter. Donc du coup, Ah, on a perdu Caroline, là. Je pense qu'il y a un petit problème. Elle est partie tout d'un coup. C'était passionnant. Ouais, Je pense qu'elle va se reconnecter. exact.
Peut-être lui passer un petit coup de fil, Amandine, non? Elle devrait s'en rendre compte, mais Oui. Ah, la voici qui arrive, oui. Caroline. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Caroline. Alors, j'ai été éjectée subitement de Zoom. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. On s'est dit, Voilà, est-ce que c'est pas la CSRD qui l'emporte, là, définitivement? Mais non, non. OK. donc tout va bien, tout va bien. Alors, vous nous disiez que c'était pas simplement le fait de reporter des informations, mais il fallait être dans le faire. C'est-à-dire que parallèlement, au quotidien, il faut faire des choses. Et puis, il faut reporter dans cet immense travail là, extrêmement lourd de CSRD. Et donc, il y a une organisation qui a été mise en place. Vous allez recruter et vous serez audité encore un peu plus Oui, qu'avant. Voilà. Donc, c'est sérieux. C'est un sujet qui doit être, qui mérite structuration. oui. Alors du coup, voilà, pour répondre à l'organisation, donc effectivement, il y a les personnes que nous sommes et que nous serons à l'avenir dans l'équipe, c'est la base. Ensuite, en termes d'organisation vraiment dans l'entreprise, donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons 18 filiales. Donc le reporting, c'est quoi? C'est 18 filiales qui reportent, donc j'évoquais tout à l'heure, hein, plus ou moins 250 indicateurs à l'heure actuelle. Donc, ces indicateurs, euh, nous avons, 18 fichiers qui nous sont reportés et que nous consolidons. Au niveau des filiales, puisque c'est là qu'au départ, cela se joue, on a une direction administrative qui a la casquette à la fois finance et à la fois RH, donc c'est assez pratique, et qui est à la manette pour toutes les données d'ordre RH pour la partie sociale, et puis toutes les données administratives en règle générale. Donc par exemple, hein, qui a sous sa main toutes les factures liées aux consommations d'énergie, hein, les factures EDF, gaz, etc., les consommations d'eau, Mhm. qui derrière se transféreront en bilan carbone. Euh, donc, ce sont les principales contributrices à notre reporting. En contributeur, il y a également les acheteurs, puisqu'on consolide aussi quelques données relatives à nos fournisseurs. Est-ce que nos fournisseurs ont des systèmes de management environnemental? Est-ce qu'ils ont signé notre charte des achats responsables, etc. Euh, pour ce faire, donc en fait, à l'heure actuelle, nous travaillons encore sur Excel. Donc, le pôle développement durable, en fait, a mis sur pied un fichier Excel de collecte commun pour tout le monde. Donc, toutes les filiales doivent remplir ce fichier de collecte entièrement une fois par an. Donc, c'est début janvier pour la clôture de l'année passée et partiellement à mi-année. Ce fichier Excel, évidemment, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a des ratios et il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels peuvent se poser des questions. Par exemple, un truc qui paraît bête, mais nombre d'heures de formation. Ok, ça paraît simple. Mais en fait, que considère-t-on comme une formation? Est-ce que les formations divulguées en interne par des experts internes, c'est une formation, oui ou non? Quand il y a une formation de 2 heures, c'est suffisant? Je le compte ou pas? Voilà, enfin, il peut y avoir des... Voilà. Donc, on a fait ce fichier commun et on a fait un FAQ et des séances d'explication à nos équipes internes pour leur expliquer, voilà l'indicateur, quel est son périmètre, quel est son mode de calcul, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on ne compte pas. Donc, l'échange, le temps d'échange en interne, il est extrêmement important. Et la rédaction d'un référentiel ou d'un protocole de reporting ou d'un document qui va aider vos contributeurs, c'est extrêmement important. Parce que sinon, sur 250 indicateurs fois 18 personnes, vous pouvez avoir autant de questions que de personnes et d'indicateurs. Mhm. Pareil, dans les effectifs, je compte quoi? Je compte l'effectif moyen de l'année, je compte l'effectif présent au 1er janvier, je compte l'effectif présent au 31, je compte les stagiaires. Vous voyez, vraiment, il peut y avoir autant de questions que d'indicateurs. Donc ça, c'est l'échange ensemble, c'est vraiment extrêmement important. L'autre chose, c'est que
Si vous arrivez en année 1 avec 250 indicateurs d'un coup, c'est quand même très périlleux. Nous, j'expliquais que la DPF a commencé en 2017. À cette époque-là, il y avait moins d'indicateurs. Moi, je vous conseille vivement alors, si vous passez pas de aucun rapport à l'année actuelle à un rapport format CSRD l'année prochaine, ça, vraiment, le on-off, entre guillemets, ça va être violent. Mais si vous avez 1 ou quelques années entre les deux, moi, je conseille vivement aux entreprises de faire une montée en puissance progressive. D'abord, je ne sais pas, on en collecte peut-être 60, puis 120, puis 150, puis 200, etc. Parce que, comme je le disais juste avant, le process de collecte, c'est quelque chose de très conséquent parce qu'il faut donc que les personnes comprennent l'indicateur, mais après, vous allez consolider, contrôler. Ça aussi, ça prend énormément de temps. Et en faisant, vous améliorez aussi en continu, en process d'amélioration continue, vos process pour que la donnée soit plus fiable, soit plus facile et soit plus facile, enfin, à obtenir, à collecter, à consolider, à vérifier. Voilà. Euh, euh, donc ça, c'est un peu générique pour l'heure actuelle. Maintenant, dans le cadre des données CSRD, du coup, de manière fort logique, nous, on va évidemment capitaliser sur l'organisation déjà en œuvre, évidemment. Maintenant, la grande nouveauté de la CSRD, c'est que ce que j'expliquais donc juste avant que ce webinaire commence, c'est que dans la DPF, c'est nous qui autofixons euh, le mode de calcul de nos indicateurs. Dans la CSRD, c'est la réglementation qui vous dit ce qu'il y a au numérateur, au dénominateur et la façon de le calculer. C'est extrêmement précis. Donc nous aurons à faire tout un travail qui s'appelle dans le jargon des personnes qui travaillent en ce moment, nous et puis comme tous nos, tous nos pairs, si je puis dire, c'est la gap analysis, donc l'analyse d'écart. On va voir la définition des données demandées dans la CSRD et puis nos données à nous actuelles, nos indicateurs. Et puis, bien, ceux qui concordent, on les conserve, et ceux qui ne concordent pas, on devra soit les rajouter, soit les modifier, soit éventuellement les retirer. Voilà, donc dans l'organisation mise en œuvre, là, on est en plein dedans. On est en train de définir un groupe de travail qui va y travailler, qu'on va découper, et on va se faire des ateliers de travail découpés en 3. Donc, donc en ESG, un atelier de travail avec des experts sur le E pour environnement, un atelier de travail avec des experts sur le S pour social, donc partie RH, ou sociétal, partie fournisseur, et puis le G sur la gouvernance de l'entreprise. On va se faire donc une task force qui regroupe des experts sur ces trois sujets. Et ensuite, on va les découper et on va rentrer dans une analyse détaillée. Ça, c'est pour l'organisation voilà, humaine qu'on va mettre en œuvre. Et donc, concrètement, on est là sur mars à juin, mars à juillet, sur cette analyse, sur la réalisation de notre analyse de double matérialité. Donc, c'est quels sont les enjeux de la CSRD qui sont importants pour nous, Thermador Group, donc les indicateurs sur lesquels nous devrons reporter, et la gap analysis. Donc, on fait tout ça de mars à juillet. Le timing est extrêmement court. On sait qu'il y a de grandes entreprises qui y sont depuis 1 an déjà, et on sait qu'il y a des plus petites entreprises qui ne devront pas émettre leur rapport dès le premier trimestre de l'année prochaine, mais plutôt l'année suivante. Nous, on a un timing qui est très très court, mais on fera avec. Voilà. Et ensuite, à partir de septembre, eh bien, on sera dans la qualification concrète et opérationnelle de quelle manière est-ce que vraiment on compile ces données. Voilà. Peut-être, Caroline, je propose de passer, donc on va sauter la question suivante parce que vous y avez parfaitement répondu, hein, Oui, en faisant des recommandations sur le fait de ne pas y aller d'un coup, oui. quoi, sec, et puis d'avoir des étapes de progression. Tout ça, c'est une démarche de progrès. On avait une question sur la qualité, la véracité des données.
Donc tout ça vous vient in fine des fournisseurs, des acheteurs chez vous. Comment est-ce que vous pouvez être certain qu'effectivement cette qualité est au rendez-vous et faire en sorte que bah, la précision soit là, quoi. Oui, alors sur les données qu'on obtient effectivement de nos tiers et en particulier de nos fournisseurs, puisque nous, la plupart de nos impacts sont liés aux produits que nous achetons à nos fournisseurs et que donc nous ne fabriquons pas. Euh, alors c'est effectivement c'est un vrai sujet. La première réponse, c'est eh bien, demander des certificats, des audits ou des preuves. Pour certains sujets, c'est pas très compliqué à obtenir. Je prends l'exemple de pas plus tard que là, la semaine dernière, on a un fournisseur d'emballage qui nous a donné un certificat. Ben voilà, 100% du carton que je vous fournis est recyclé. Et il y a un certificat à l'appui. Donc, quand il y a des certificats, je dirais que là, la réponse est simple à donner. Après, c'est pas si simple que ça parce que évidemment, si on demande des certificats pour toutes les données, tous les fournisseurs, ça risque d'être long. Euh, et aussi, il y a un tas de données sur lesquelles on n'a tout simplement pas capacité à obtenir de preuves parce qu'il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. Nous, quand on achète une vanne à un fournisseur, nous, on achète une vanne qui est en laiton. On lui demande, OK, c'est quoi le pourcentage de laiton recyclé dans ta vanne? Et là, lui, notre fournisseur, cette usine, a acheté des barres de laiton à un fournisseur. Et éventuellement, qui s'est approvisionné chez d'autres fournisseurs ensuite en cuivre et en zinc, en amont. Donc, il n'y a pas de certificat. Nous, au mieux, au grand mieux du mieux, la preuve qu'on a, c'est un email. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on s'assure de la qualité, de la véracité des données? Nous, on demande des éléments de preuve. Et quand on ne les a pas, eh bien, on fait de la pédagogie auprès de nos fournisseurs pour leur expliquer que, alors, en année 1, eh bien, on va se contenter de ce que nous avons. Euh, et, euh, mais on les invite et on les engage à nous fournir des preuves pour l'année suivante. Donc, on partage beaucoup avec eux notre stratégie RSE, nos objectifs, nos engagements. Et on a une charte des achats responsables dans laquelle voilà, on leur demande un certain nombre de choses. Et évidemment, je travaille en très, très étroite relation avec les acheteurs de l'entreprise. Je pense que enfin, je suis même sûre que la fonction RSE et la fonction achat, désormais, doivent être en parfaite cohérence et harmonie. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc, je travaille avec le groupe transverse achat. On leur donne des formations et ensuite, ils basculent nos exigences auprès de nos fournisseurs. Pour répondre à la question qui s'est affichée, est-ce que dans nos dans nos ateliers de travail CSRD, on a la fonction représentée? C'est oui, évidemment. On a et on va avoir des acheteurs et qui ensuite, eux, font le relais auprès des fournisseurs. D'accord. Et puis donc il y avait une autre question, ça sera la dernière avant d'autres, hein, qui pourront être posées à la fin, sur est-ce qu'il y a des résistances de la part des fournisseurs? D'ailleurs, est-ce que ces fournisseurs, parce que vous avez parlé quasiment de 800 usines, est-ce qu'ils sont au courant de la CSRD? Parce qu'ils sont pas en Europe pour beaucoup d'entre eux probablement. Oui, oui, alors oui et non. En fait, alors on a, je dirais, seulement 30, à peu près 30% de nos achats qui proviennent de Chine. Le reste, on a beaucoup d'Europe. Donc, ils sont censés être au courant, c'est une réglementation européenne. Sauf que quand on va les voir, il y en a plein qui ont découvert la CSRD grâce à nous. Hein. Donc, les Français sont quand même plus en avance. Hmm. Voilà. Euh, des résistances, oui, alors il y a de tout, comme vous tous ici, qui êtes engagés en développement durable peut-être. On a tous tout autour de nous. Des gens qui sont climato-sceptiques, des gens qui disent oui, oui, mais qui font rien, des gens qui sont hyper engagés. Voilà, donc nous, fort logiquement, on a tout ça dans notre panel de fournisseurs. Donc des résistances, il y en a forcément. Mais voilà, c'est ainsi fait. Le sujet, c'est il y a aussi des fournisseurs qui sont engagés et il y a aussi des fournisseurs qui font ou qui ont envie de faire. Donc, moi, le conseil que je donne toujours,
c'est de démarrer avec ceux qui ont envie. Parce que la logique, c'est toujours de démarrer avec les 20-80. Donc, évidemment, les plus gros qui font le plus de business ou de chiffre d'affaires. Alors, évidemment, ça, c'est le cas idéal. Vous prenez les 1, 2, 3, 10 ou 20 plus gros et vous démarrez avec eux. Sauf que si dans les plus gros, ils ne sont pas engagés, on va trouver effectivement cette résistance. Donc, il faut faire un croisement entre les plus gros, fort logiquement, et les engager. Parce qu'en fait, je dirais que les choses se décoincent de manière naturelle et logique au fil du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelques fournisseurs, des gros comme des petits, qui se lancent dans leurs engagements durables, leur trajectoire de décarbonation, l'éco-conception des produits, etc., on engage, on fait des travaux, après ça, on le montre aux autres et finalement, ça forme une émulation qui va emballer tout le monde. Il ne restera après plus que les derniers résistants. J'ai envie de dire tant pis pour eux, parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont dépassés. Et le dernier mot, vous parliez de la Chine, eh bien, il faut faire attention, il faut détrompez-vous, parce que les Chinois, le sujet pour moi, ce n'est pas un sujet de pays. C'est pas les Européens sont, enfin, je caricature un peu gros, mais c'est pas les Européens sont très verts et les Chinois pas du tout. C'est pas vrai. Les Chinois, ils sont très bien en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils s'engagent dans des chemins de verdissement qui sont extrêmement rapides et beaucoup plus rapides que nous pour certains. Donc demain, le choix, ce ne sera pas un pays plutôt qu'un autre, ce sera une usine plutôt qu'une autre. Vous aurez une usine verte en Italie, une usine pas propre en Italie, une usine propre en Chine, une usine pas propre en Chine. Donc il faut bien connaître ses fournisseurs. Voilà. Ça boucle avec la question, c'est la seule qu'on prendra là, après on va passer la parole à Ferdinand. Une question qui disait, est-ce que c'est l'occasion justement de peut-être d'aller chercher les bons et de modifier un peu la politique d'achat, de donner l'avantage aux plus verts par rapport aux autres, fussent-ils chinois? Alors, oui. Alors, la réponse, c'est oui, mais on le fait de manière partenariale. C'est-à-dire, on fait une montée en puissance progressive. Premièrement, charte des achats responsables, bah, signez là. Deuxièmement, on a mis en place une grille de notation, d'évaluation interne de nos fournisseurs sur des critères RSE. Donc, on va les noter. Et puis, s'ils n'ont pas des bons résultats, on va partager cette notation et on va les inviter à s'améliorer. Euh, Après, on voit tout de suite ceux qui comprennent ou pas et ceux qui formeraient des résistances où on sent que ça ne va pas. Alors là, on leur passe un message plus fort et on leur dit, bah, en fait, il va falloir répondre à telle et telle exigence. Après, ils comprennent le message. Donc, mais on est plus dans une dimension, on vous accompagne dans la durée que, alors, si vous n'êtes pas bon, là, vous cochez pas, allez, OK, au revoir, et puis on vous quitte l'année prochaine. Non, on est dans une logique d'accompagnement et d'amélioration en commun. Si on quitte des fournisseurs, c'est parce qu'on aura quand même essayé de progresser ensemble avant. Génial. Génial. La parole est à. Il y aura des questions après, hein, Caroline, mais on va passer la parole à Ferdinand. Donc, juste pour préciser que Thermador d'ailleurs utilise le score carbone depuis déjà 2 ans. Et puis Ferdinand donc, va nous montrer comment l'outil, puisque c'est également un site internet, peut apporter des réponses. Ferdinand, c'est à vous. Ben, bonjour à tous. Je vais donc rapidement vous présenter le score carbone, donc l'indicateur qu'on a développé il y a maintenant on a commencé les travaux en 2019. En 2021, on l'a publié officiellement voilà, un peu partout. Donc, comment fonctionne le score carbone? On est parti finalement de la question des externalités. On se rendait compte de plus en plus qu'il y avait beaucoup de critères dans la RSE, mais souvent, ils n'étaient pas forcément très clairs. On voyait enfin, c'était très différent d'une agence à l'autre. On a voulu créer quelque chose de plus scientifique, plus simple, plus pilotable. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur la facture carbone, hein, comme toute entreprise qui paye les fournisseurs, les salariés, l'État. On a voulu créer une facture carbone. Donc, comme vous le savez, pour une facture, on a besoin de deux choses, donc d'un prix et d'une quantité. Donc, sur les quantités, dès 2019, on a décidé de prendre les tonnes de CO2 équivalentes émises des 3 scopes. Évidemment, au début, c'était un enjeu, hein. Le scope 3 en 2019 posait vraiment question. Aujourd'hui, on le voit avec la CSRD, c'est même l'enjeu majeur, hein, 80% des émissions en moyenne. Donc, on prend les émissions des 3 scopes et on multiplie par un prix.
donc le coût du carbone qui nous est donné par le GIEC. Également, en 2019, les prix sur les marchés européens étaient autour de 15-30 euros. Aujourd'hui, on était monté même à 100 euros pendant la crise du Covid. On est redescendu un petit peu aujourd'hui à 60, mais on voit que le prix augmente, a tendance à augmenter. Nous, on a tout de suite compris que c'était un prix qui était pas le bon. On a regardé donc au niveau des rapports du GIEC, le rapport 1.5 2018, qui nous donnait un prix autour d'une centaine d'euros. Ce prix a augmenté depuis. Donc aujourd'hui, on est à 127 euros pour les émissions émises en 2021 et 134 euros pour les émissions émises en 2023. Donc, on a nos tonnes de CO2, on a notre prix et on multiplie les deux pour obtenir la fameuse facture carbone. Donc, concrètement, comment fonctionne cette facture carbone quand on l'applique à une entreprise? Et ben, en fait, on a ici deux exemples. Donc, une entreprise A, une entreprise B. Elles ont le même EBITDA, le même résultat d'exploitation. Donc, on part du résultat d'exploitation à 1000. On a donc une tonne émise par l'entreprise A, 10 tonnes émises par l'entreprise B. On va multiplier par le prix du carbone. Donc, ici, on a utilisé 100 pour l'exemple. Donc, 100 de facture carbone pour l'entreprise A, 1100 pour l'entreprise B. Et on va tout simplement aller déduire cette facture carbone pour obtenir un EBITDA ajusté du carbone. L'EBITDA ajusté du carbone, donc de 900 pour l'entreprise A et négatif pour l'entreprise B. Cet EBITDA ajusté du carbone, c'est un peu le cœur de la bombe chez Axilia. On pense que c'est un indicateur RSE, un nouvel indicateur qui peut vraiment être pertinent pour le suivi évidemment de la trajectoire des entreprises et voilà, pour se fixer des objectifs également beaucoup plus pertinents que peut-être d'autres indicateurs qui aujourd'hui voilà, peuvent être confusants, pas forcément très clairs et qui ne sont surtout pas pilotables. Donc voilà, donc à partir du moment où on a notre EBITDA, on peut établir un risque carbone, donc le pourcentage de la facture carbone dans l'EBITDA pour obtenir le score carbone qui juste donne une vision assez rapide, le score carbone d'une entreprise. Donc le score carbone positif, entreprise capable de payer leur facture carbone, EBITDA ajusté du carbone positif, donc score A, B ou C, entreprises qui ne sont pas capables de payer leur facture, score carbone de DEF. On a aussi un score carbone de ND pour les entreprises qui ne publieraient pas leurs émissions du scope 3 ou qui auraient des incohérences dans le calcul de leur scope 3. Évidemment, on fait beaucoup de contrôles. Donc voilà, donc ça c'est la méthodologie simple, transparente, c'est l'objectif. Au niveau des résultats, on va pas rentrer dans les détails, on n'a plus beaucoup de temps, mais l'idée c'est vraiment de retenir ce chiffre. Une entreprise sur deux aujourd'hui dans un univers qui est le CAC 40, mais on pourrait faire le même calcul sur un univers européen, ne sont pas capables de payer leur facture carbone. Il y a beaucoup de score carbone de A. C'est évidemment expliqué parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont finalement où le risque carbone est très faible. Ils ont peu d'empreintes carbone. Mais il y a toujours quand même beaucoup de E, de F et aussi de ND. 10% de la cote aujourd'hui ne publie pas ses émissions de manière satisfaisante, beaucoup dans le secteur financier. Voilà, donc ça, c'est les résultats. Un peu comment on a voulu développer aussi ce score carbone. Évidemment, on a rencontré plus de 50 entreprises du SBF 120, voire même du SBF 250. On communique beaucoup avec les entreprises, que ce soit les entreprises françaises, mais aussi les entreprises en Europe. Comme vous l'avez vu, on a lancé un indice en Belgique. L'idée, c'est aussi d'avoir le retour. Les retours, ils ont toujours été positifs, mais il y avait des retours qui montraient une limite au niveau de la trajectoire. On ne valorisait pas ça. C'est pour ça qu'on a voulu lancer le score carbone dynamique, qui est totalement la même métrique. C'est juste qu'on va valoriser les stratégies de réduction des entreprises qui sont validées par le SBTI ou par tout autre institut scientifique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va partir des consensus d'EBITDA, on va reprendre les quantités, mais émises en 2030 en prenant en compte les engagements des entreprises. On va multiplier par le prix de la tonne en 2030 qui augmente de 6% par an pour être à 200 euros en 2030. Et on va refaire le calcul et voir comment évolue l'entreprise. Est-ce que l'entreprise s'améliore ou à l'inverse, est-ce que l'entreprise ne s'améliore pas et empire finalement son score? Ça peut arriver également. Pour ce qui pensent avoir des bons scores, mais qui, en fait, on voit leur score se détériorer dans les années. Donc, voilà, ça c'est le score carbone dynamique. Je le disais, on a eu des bons retours. À gauche, vous avez deux scientifiques du GIEC, co-auteurs du GIEC, qui nous soutiennent et qui apprécient beaucoup notre démarche, qui sont François Gémen et Christian Bollet. À droite, une entreprise, Hélène Valade. Alors, pourquoi on a mis Hélène Valade? Parce que c'est une des premières, si ce n'est la première entreprise qui nous a soutenus sur cette approche et qui aujourd'hui utilise le score carbone et qui a trouvé que c'était quelque chose de simple. Et en plus d'être simple, alors, sans être simpliste, qui se basait sur des choses mesurables. Ça, c'est vraiment pour nous le plus important. Mais aussi au côté pédagogique où on a des profs dans des grandes écoles qui utilisent le score carbone dans leurs outils. Voilà, donc ça, c'est l'aspect retour. Et puis, on a aussi les entreprises qui l'utilisent, Thermador, comme Vincent l'a dit, qui a cette année aussi publié son EBITDA ajusté dans leur DU. Et puis Getlink, qui l'a également fait l'année dernière, qui a publié son EBITDA ajusté, basé sur la méthodologie Axilia, sur les 3 scopes. Donc, on travaille avec beaucoup de boîtes pour justement que cet EBITDA devienne un critère RSE qui se développe.
Voilà, et à gauche, vous voyez des entreprises qui ont communiqué l'année dernière. Cette année, on a de plus en plus qui vont le faire. Hein. Vous allez voir dans les DU si vous commencez à regarder. Bouygues, par exemple, FDJ, qui commence à parler d'EBITDA ajusté du carbone. C'est un début. On est très fiers de ça et on espère que ça va s'appliquer. Et par rapport à tout ça, donc, c'est la slide suivante. Voilà, comment finalement, pourquoi utiliser le score carbone et pourquoi le score carbone peut être un formidable outil finalement en complémentarité de la CSRD. Et pourquoi voilà, il peut aussi aider les entreprises à communiquer sur cette CSRD, parce que finalement, la CSRD, comme on l'a compris, même si c'est formidable pour voilà, améliorer la transparence, ça reste complexe et nous, on va apporter quelque chose de simple. Alors, on a donc créé le Score Carbon Tool, qui est un outil en ligne qui permet voilà, de faire de multiples choses. Alors ici, on a quelques usages exprimés, hein, donc la possibilité d'avoir une vision complète de la stratégie de décarbonation de toute entreprise. Hein. Donc, vous pouvez le faire pour votre entreprise, mais aussi aller vous comparer à vos fournisseurs, à vos concurrents, le ranking vs les concurrents, l'identification de l'intensité carbone des fournisseurs, regarder quels sont finalement mes fournisseurs qui sont les plus, on va dire, les moins carbonés, ou en tout cas qui fixent des trajectoires de décarbonation les plus strictes aussi. Ça, c'est important, hein, parce que quand on a un gros scope 3, et c'est le cas par exemple de Thermador, bah, c'est vraiment sur les fournisseurs qu'il y a un vrai enjeu. Donc, il faut aller choisir les meilleurs fournisseurs. Donc, ça aussi, ça peut, c'est important. L'avantage aussi de l'outil, c'est qu'on peut, de l'EBITDA ajusté, c'est qu'on peut l'adapter à des produits, à des filiales aussi et à des investissements. C'est pas que applicable au groupe. Donc, ça aussi, on peut aller regarder quelles sont mes filiales qui sont les plus à risque de transition liées à la tarification du carbone. Et indirectement, le score carbone permet de répondre jusqu'à 50% des exigences du reporting carbone de la CSRD. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que dans le reporting carbone, il y a beaucoup quand même beaucoup d'aspects qui peuvent être liés justement au risque de transition, au risque de la tarification, des prix internes. Mais on va le voir juste après. Il y a 3 exemples que je vais faire assez rapidement. Il y a Ouais, déjà évidemment. peut-être Ferdinand, d'en prendre un ou deux sur les trois, parce que je vois que leur tourne, il est 54. Oui, ben, l'indicateur simple, j'en ai déjà parlé. La CSRD demande d'utiliser des indicateurs de suivi. L'EBITDA ajusté du carbone est un indicateur très simple qui permet voilà, de mettre au même niveau l'équipe financière et l'équipe RSE. Il y a évidemment le prix interne du carbone, qui est aussi une demande de la CSRD, voilà, qui demande de mettre en place un prix interne du carbone, de le justifier et aussi de montrer comment on l'applique. Bah, l'outil permet justement de tester différents prix du carbone selon différents projets. Bouygues aujourd'hui utilise cette approche et a retenu le score carbone pour justement l'exprimer. Hein. Et c'est important parce que aujourd'hui, voilà, un outil qui permet de valoriser les investissements et voir finalement les retours sur investissement, bah, peut-être demain, on va avoir des retours sur investissement ajustés du carbone et voir qu'il y a des nouveaux projets finalement qui ne sont plus rentables parce que dans un monde où le prix du carbone se paye, et bah, le projet ne devient plus rentable. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et la CSRD le demande. Et nous, en plus de fournir le site Internet, on fournit aussi une note qui est validée scientifiquement, qui permet de justifier quel prix on a utilisé, basé sur le GIEC, et qui est, on va dire, un peu plus solide que juste un prix basé sur les marchés européens, qui peut parfois sembler un peu trop volatile et qui ne représente pas vraiment l'impact d'un prix du carbone sur la planète. Et le dernier aspect, et je finirai là-dessus, c'est le scope 3, qui est un vrai enjeu. On l'a compris, 80-90% des émissions. Et c'est là-dessus que ça se joue. Et nous, vraiment, avec l'outil, on veut essayer de décortiquer ce scope 3, montrer quelles sont les catégories du scope 3 qui sont à risque, et qui permet voilà, rapidement de voir par rapport à mon groupe, à mes filiales, à mes concurrents, à mes fournisseurs, les risques et les faiblesses des entreprises, mais aussi les forces. Et voilà, et valoriser justement tout ça en euros pour montrer aussi les risques de transition liés, bah, voilà, les risques de transition, que ce soit sur votre chiffre d'affaires ou sur votre EBITDA. C'est aussi important de le montrer, de tout transférer en euros, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, on parle de tonnes de CO2, ne comprennent pas forcément. Par contre, dès qu'on transfère en euros, là, tout de suite, c'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que voilà, c'est un formidable outil de communication en interne pour, voilà, pour sélectionner les meilleurs fournisseurs, regarder où on en est par rapport à la compétiteur, et aussi un formidable outil de suivi en interne avec les comités, voilà, les choses, les employés, pour vraiment suivre l'évolution d'une entreprise. Et c'est un indicateur voilà, scientifique en plus, et ça, c'est important. La dernière chose, c'est sur la tarification de ce qu'on propose. Donc, nous, on a 3 étapes. Évidemment, l'étape de calculer son score carbone, qui est totalement gratuit sur notre site scorecarbone.com, qui vous permet déjà de voir où vous en êtes, si vous êtes capable ou pas capable de payer la facture. Deuxième étape, là, on est arrivé à ce niveau-là avec quelques entreprises, calculer son EBITDA ajusté du carbone et son score carbone Axilia, qui permet voilà, d'aller encore plus loin. Donc ça, c'est des offres à partir de 2 000 €. On propose aussi des rapides formations d'1 heure sur justement la tarification du carbone et en quoi ça va être un vrai enjeu dans les années qui viennent. Et puis la version experte qui ajoute en plus le site internet qui permet voilà, d'avoir plusieurs outils, de suivre les trajectoires
Évidemment, si vous êtes intéressé, on peut organiser des démos. Et les prix, voilà, c'est donc à partir de 4 000 € sur la version expert. Je précise, ces prix, ça dépend des EBITDA des entreprises. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai été clair. Sinon, de toute façon, j'ai essayé d'être rapide, mais on peut redétailler certains points sur s'il y a des questions. Ok. Juste une question, Fernand. D'où vient la data qui est utilisée? Oui, aujourd'hui, on utilise la data donc, de CDP. Hein, donc, évidemment, si vous avez des fournisseurs, des concurrents qui répondent à CDP, bah, c'est très simple pour nous. On a directement les informations sur le site. Par contre, évidemment, quand ce n'est pas répondu au CDP, on utilise aussi Trucos qui permet des estimations quand les entreprises ne publient pas totalement leurs émissions. Donc, on peut quand même faire des estimations. Donc, même si une entreprise n'est pas hyper transparente, on peut quand même avoir des estimations. Et puis, si vraiment l'entreprise est non cotée, des choses comme ça, là, c'est nous-mêmes pouvons aller chercher les datas à la mano pour essayer quand même de vous donner une estimation. Voilà, ou même si ce n'est pas des estimations, carrément leur rapport annuel, il y a certaines boîtes de mon côté aujourd'hui qui publient leurs émissions et ça permet quand même de voir où en sont les entreprises. Ok, super, merci Ferdinand. Est-ce qu'il y a des questions pour Caroline? On a encore quelques minutes, ou pour Ferdinand d'ailleurs. Bien volontiers pour les traiter. Je regarde dans le chat. Alors, j'ai eu une question de quelqu'un de l'ADEME, Marine Gombert, qui m'a demandé combien il y avait de sociétés qui ne publiaient pas leur scope 3. J'ai bien compris que c'était un peu le nerf de la guerre. Ben, je lui ai répondu, comme c'était marqué sur le graphique, c'était à peu Ouais. près 10%. Et Oui, comme l'a dit c'est ouais. Ferdinand, voilà, c'est un secteur financier et la publicité d'ailleurs. Ouais, il y avait pas mal et c'est plutôt 10%. Alors, le SBF 120, le pourcentage doit être légèrement plus élevé. Hein. Il y a des boîtes, l'année dernière, on avait regardé tous les rapports annuels. Il y a des boîtes encore qui disent qu'ils le calculent, mais qui ne le publient pas. Il y a aussi des enjeux sur l'hôtellerie qui ne publie pas encore les déplacements des clients. Il y a quelques-uns, voilà, aller regarder tous les rapports annuels du SBF 120. Alors, c'était l'année dernière. Hein. On voit quand même qu'il y a encore des boîtes qui sont vraiment en retard, mais bon, là, ça représente, oui, une dizaine de pourcents d'entreprises. Les banques en France sont vraiment pas en avance sur ces sujets, hein, comparé à l'Europe. Alors que c'est assez intéressant, hein, globalement, on est plutôt en avance sur le scope 3 en France, mais au niveau des banques, on est plutôt en retard. Alors, il y a une question. Est-ce que vous avez réfléchi à la gouvernance de vos données RSE? Ça, c'est pour Caroline, avant de vous lancer dans vos reporting. Question de Johanna Bouvens. Alors, oui, mais alors, en fait, je ne peux pas répondre là comme ça parce que avant de nous lancer dans nos reportings, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous, on a commencé, en fait, c'est ce que j'évoquais dans la notion de progressivité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pareil si aujourd'hui vous partez de pas grand-chose, ou en tout cas tout ça n'est pas structuré, ou vous n'avez pas de rapport, puis demain vous devez publier un rapport, quand je dis demain, c'est dans 1 an ou 2. Dans ce cas-là, oui, la réponse à la question, il paraît évident de réfléchir à la gouvernance de la donnée RSE avant de se lancer. Nous, alors j'y étais pas à l'origine, mais bon, j'ai vécu dans d'autres entreprises où toute la genèse de ça se passe à peu près partout de la même manière. C'est-à-dire qu'en général, on se lance, on fait du reporting avec un nombre faible ou raisonnable de données. On schématise pas forcément une gouvernance très sophistiquée. Voilà, donc la question, en fait, elle s'applique pas complètement à nous, puisque quand on s'est lancé à l'époque, on était plus petit, on reportait moins de données. Mais si je peux donner quelques éléments, en fait, le démarrage, c'était à l'époque où il n'y avait pas de pôle développement durable, donc c'était la finance. Et il se trouve qu'ici, notre direction financière a aussi en charge, sous sa responsabilité, les ressources humaines et les systèmes d'information. Donc, en fait, quand on dit que la direction financière récoltait, pilotait et publiait les données RSE ou extra-financières, eh bien, en parallèle, c'est elle aussi qui avait je dirais un management sur les personnes en charge de la finance, des données RH et des systèmes d'info. Donc, la gouvernance n'a pas été complexe à trouver. On avait tout au même endroit. Voilà, mais maintenant, oui, on va écrire. Je suis en train de rédiger la gouvernance de nos données RSE. Et pour être plus précise, surtout sur la partie carbone. Parce que sur les autres thèmes, c'est pas très compliqué, hein. Les données RH, je veux dire, elles sont pas, on sait où elles sont. Elles sont chez les personnes en charge des RH. Il n'y a pas 50 000 autres personnes.
Les données consommation de gaz, d'électricité, c'est pareil, c'est entre les mains d'une personne dans chaque entreprise. C'est pas très compliqué. Par contre, la donnée carbone, là, c'est plus complexe parce que la donnée qui nécessite d'arriver au bilan carbone, elle fait un grand chemin. Il y a des volumes, il y a des facteurs d'émission, il y a des volumes de produits, il y a des achats, il y a des ventes, il y a de l'énergie. Et là, on est vraiment multi-contributeur, multi-données. Donc, pour répondre à la question, je suis en train de préciser le chemin de la donnée pour arriver à produire de la donnée carbone. Ça, oui. Et le reste, on va faire du protocole de reporting. Oui, Johanna qui dit merci. En effet, si tout était centralisé, ça serait plus simple. Oui, Oui, c'est ça. ça, c'est sûr. On a, voilà, on a la chance d'avoir démarré quand on était, entre guillemets, plus petit et avec moins de données. Donc là, c'est plus simple. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est ici en ligne et qui se pose la question, la réponse est oui, hein. Il faut faire la gouvernance de la donnée RSE. Il faut faire un schéma et faire le chemin de la donnée et avec la liste des contributeurs. Ça, sinon, on ne s'en sort pas. Caroline, comment est-ce que donc les premiers rapports sortiront l'année prochaine, Oui. estampillés CSRD? Comment est-ce qu'on peut approcher, comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, celui-là, c'est un très bon rapport? Parce que vraiment, il y a de la qualité, il y a de la précision. Comment est-ce que finalement, parce que la tâche est immense, comment est-ce qu'on va pouvoir se dire, ah, celui-là, je peux faire confiance à ce document-là. Les chiffres qui sont dedans, ça, c'est Mmh. solide. Ou alors finalement, on n'est pas certain de ce qu'on va lire, quoi. Alors, moi, ben, je vais vous dire, la validation des auditeurs, donc les commissaires aux comptes verts ou les organismes tiers indépendants. Euh, En fait, pour me poser ces questions-là, la conformité stricte en réponse à la réglementation CSRD est un gros saut. Ça va être très difficile. Donc, aujourd'hui, les auditeurs qui auditent les DPF, elles sont toutes conformes, hein, elles sont à peu près toutes validées comme conformes. L'an prochain, ce ne sera pas le cas, visiblement, vraisemblablement, de la part des rapports de durabilité. Donc, il suffira de lire le rapport des auditeurs pour voir si ce rapport-là est conforme ou pas. Après, moi, juste un sentiment personnel, euh, une réponse avec une extrêmement grande précision et certes fiabilité des données à l'ensemble des data points de cette réglementation, je ne sais pas si ce sera formidable. Parce qu'une entreprise qui fournit 1200 data points en liste comme ça, qu'est-ce qui va se dégager de ce rapport? Peut-être rien. Trop d'informations tue l'information. Donc peut-être un rapport qui sera validé par des auditeurs comme conforme, évidemment, mais tout simplement lisible, en fait, avec avec des points saillants, si vous voulez, sur les engagements et parties pris de l'entreprise. C'est peut-être ça, en fait. Mais chacun se fera son avis. Ouais, effectivement. Ça nous promet effectivement peut-être des sites de. Ouais, non, on peut même pas. C'est pas forcément facile de comparer puisque les secteurs sont pas les mêmes. Oui, ça reste un vrai défi de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Caroline? Je n'en vois pas a priori. Vous pouvez prendre la parole aussi, hein, il n'y a pas que le chat pour poser la question. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de. Donc, peut-être, Caroline, en 30 secondes, Oui. si vous deviez résumer peut-être ce que vous venez déjà de vivre et puis peut-être ce qui se profile pour l'année 2024. Alors, effectivement, Amandine me met opportunément le fait que donc le 28 mai, on aura notre soirée Vérité 40, là, où on dévoilera la nouvelle composition. Mais si vous deviez résumer l'année 2024 CSRD, une observation, un souhait, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, ce que je veux dire, c'est que l'année 2024, pour tous ceux qui devront publier leur rapport l'année prochaine, c'est une très très grosse année. Voilà. Euh, un souhait, la simplification. Voilà. Euh, la simplification, donc dit transposé dans quelque chose de plus concret, c'est la capacité à définir le fameux seuil
de matérialité des enjeux, puisqu'il y a 12 ESRS, donc on va dire en français plus compréhensible, c'est 12 grandes thématiques, bien, qui sont déclinées elles-mêmes en énormément de sous-enjeux. Eh bien, c'est d'avoir la capacité à définir qu'est-ce qui est matériel pour nous, avec un niveau qui nous permet d'être suffisamment, de rester sur l'essentiel. Et dernière question, Caroline, est-ce que vous échangez avec vous avez dit vos pairs tout à l'heure, est-ce qu'entre responsables RSE, développement durable, vous parlez et quelle est un peu la psychologie de la profession en ce moment? Là, tout le monde est complètement sous l'eau. Ah Où il y a... oui, Ouais, la ouais, réponse à la question est oui. Là, oui. ouais. Oui, oui, tout le monde est assez. C'est la priorité de l'année chez tous. Mm. Le niveau de stress est plus ou moins important dans notre profession par ça. Voilà. Donc, c'est effectivement la tendance du moment. Et le souci de fond qu'il y a derrière, c'est qu'on espère tous que ce sera, entre guillemets, un mal pour un bien. Un mal dans le sens où, bah, voilà, il y a un gros effort, une grosse marche à passer qui est conséquente en termes de travail à fournir, voilà, en ce sens. Mais pour un bien, parce que la philosophie derrière, c'est la remontée sur le haut de la pile des enjeux de durabilité. C'est bien faire comprendre finalement à toutes les entreprises, à toutes les directions des entreprises qui ne l'auraient pas déjà compris, que la durabilité, la RSE, le développement durable, on l'appelle comme on veut, c'est prioritaire si on veut aujourd'hui diriger une entreprise qui va être pérenne à au moins un moyen et long terme en fait. Si on ne prend pas en compte ces enjeux-là, l'entreprise ne sera pas pérenne, elle ne sera pas solide. Et pourquoi il y a cette réglementation? C'est parce que ça fait des années qu'on dit qu'il faut prendre ça plus au sérieux. Et du coup, comme ça n'a pas été suffisamment le cas, la réglementation a répondu. Donc, espérons que eh bien, cet objectif sera atteint grâce à ça. Super. Le sablier renversé, vous êtes complètement immergé dans tout ce travail, mais effectivement, en tout cas, c'est une occupation très lourde et très large pour un bien. Effectivement, le but, c'est que tout ça soit pérenne et solide, hein, que les emplois, que les sociétés soient encore là après. Un grand merci, Caroline, pour cette présentation depuis Saint-Quentin-Fallavier, la ville des entrepôts, hein. Vous avez bien dit que c'était une concentration assez incroyable. Et je confirme, on est allé sur place, il y en a plein. Et un grand merci. Et on vous donne rendez-vous. Alors, une question de Marie, pourrons-nous avoir le replay? Oui, c'est en haut à gauche, il y a un petit bouton rouge qui marque l'enregistrement qui est en cours. Donc, ça sera mis sur la chaîne YouTube et il y aura un message LinkedIn pour rappeler tout ça. Voilà. Un grand merci, Caroline. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et le mois prochain, il y aura un webinaire le 24 avril sur un sujet tout aussi passionnant d'actualité avec des praticiens, voilà, des gens qui ont les mains dans le cambouis et qui savent de quoi ils parlent. Un grand merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.